Bonjour à tous, ça y est, c'est parti pour le live de Barcelone autrement sur les 6 choses à savoir sur Barcelone. Alors on va attendre quelques minutes le temps que les gens se connectent petit à petit. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes connectés, comme ça me permet de voir qui est là, voilà, qui est devant son écran. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire la ville d'où vous vous connectez, comme ça permet aussi de voir jusqu'où ce live arrive et qui a envie de voyager ce soir, surtout. C'est surtout ça. Alors j'espère que tout va bien. Voilà, alors c'est Florence, donc prête pour le live sur les 6 choses à savoir absolument sur Barcelone, alors que vous soyez habitant ou même voilà, un voyageur qui prévoit de faire un séjour donc dans la jolie ville, dans la jolie capitale catalane. Voilà. Alors on attend un petit peu, hein, comme je disais, que les gens se connectent. Bienvenue à tous pour un vendredi saint, c'est sympa de se retrouver ici, voilà, à Barcelone. Alors bon, c'est mon petit chez moi, mais je vous montre pas la vue, mais c'est très joli, il fait beau. Donc on est prêt pour partir sur 1 heure en gros, hein, ensemble. Donc voilà, on a hâte, on a hâte. Et alors n'hésitez pas non plus à interagir, évidemment. Je me ferai un plaisir de noter vos commentaires, voir voilà ce que vous avez envie de partager aussi, n'hésitez pas. Bonjour Clara, bonjour Caroline, super, ça fait plaisir de vous voir. Hélène, salut, j'espère que tu vas bien. Julie, bonsoir. Excellent. Ça fait plaisir hein, de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ces temps de quarantaine. Voilà. Parce que c'est pas facile de rester à la maison, j'imagine, pour tout le monde. Mais bon, on est obligé de passer par là, donc on le fait avec plaisir, voilà. Alors, combien vous êtes là actuellement? Ouais, pas mal, c'est chouette, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis désolée, je regarde un petit peu en bas, mais c'est parce que je vois un petit peu les commentaires en bas, c'est pour ça, voilà. N'hésitez pas à commenter, ça fait plaisir. Alexandre, bonsoir. Elodie, salut. Elodie, c'est ma cousine. Florence, bonjour. Paul, excellent, super, ça fait plaisir de vous avoir. Excellent. Ève, salut Ève. Au plaisir. Quel plaisir de vous retrouver. Donc je disais aujourd'hui, ce soir, on va parler à savoir. Alors, il y en a, mais c'est dur de faire une sélection. Donc 6 déjà, c'est pas mal. Vous allez voir que ça donne déjà pas mal de choses à faire. Donc voilà, on a un programme pour ce soir. Voilà, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors vous êtes pour l'instant 25 connectés, donc c'est super, ça fait plaisir. Bonjour Benjamin, excellent, génial. Donc ça y est, on va bien installé confortablement, que ce soit dans votre sofa ou ailleurs. Hein. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à prendre des notes aussi, ça fait plaisir. Et puis c'est surtout que ça peut vous être utile après si vous voyagez à Barcelone ou même tout simplement garder ça en mémoire pour faire des recherches un petit peu plus approfondies s'il y a un sujet qui vous intéresse. Alors moi je suis dans mon petit chez moi, voilà comme je disais, confinée comme beaucoup d'entre nous, donc on fait aller, on essaye. J'ai la chance d'être balcon avec mes petits. Alors vous avez vu sur la photo du live, il y avait un petit bébé accroché à moi. Bon là je l'ai pas ramené parce que bon quand même voilà. Alors n'hésitez pas aussi à prendre de l'eau. Moi j'ai pris mon petit thé, voilà, je suis prête pour la, pour la soirée. Et donc on va commencer déjà. Alors j'espère que vous avez pu aussi télécharger le document pour suivre en même temps un petit peu, hein, quelques photos, quelques images pour voilà, illustrer ce que je vais dire. Alors première chose à savoir, quelle langue Barcelone. Alors ça peut paraître évident, mais en fait il y a des petites subtilités. Alors déjà pour savoir, pour connaître un petit peu la situation linguistique, à Barcelone il faut remettre le contexte de l'Espagne. En Espagne, on a 4 langues officielles. 4 parlées par évidemment le castillan, ce qu'on appelle nous communément l'espagnol, hein, mais ici on l'appelle le castillan pour bien différencier des autres langues. Les autres langues, pardon, c'est aussi le galicien,
le galicien qui est une langue proche du portugais. Vous avez aussi le basque, qui est donc parlé essentiellement au Pays Basque et les régions limitrophes, mais le basque qui a des origines floues d'ailleurs, hein, on sait pas basque, ni à partir de quand c'est apparu, c'est un petit peu le mystère. Et puis donc le catalan, qui est donc parlé essentiellement en Catalogne, dans les Baléares. Hein, aux Baléares, on parle le catalan. Le valencien, qui est une autre langue, un autre dialecte qui n'est pas officiel, mais le valencien se rapproche beaucoup aussi du catalan. Bref, le catalan, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit mélange entre l'espagnol et le... C'est pour ça qu'ils lisent du catalan, souvent ils comprennent assez bien. Hein, si vous prenez un journal dans la rue, en catalan, vous n'aurez pas forcément dans le détail, ni dans la subtilité, mais en tout cas, vous n'aurez pas de mal à comprendre parce qu'une commune, et puis en plus la syntaxe est assez proche du français aussi. Donc voilà, alors ça c'est à l'écrit, parce qu'après à l'oral, ça change un petit peu. C'est pas forcément que ça. Parce que le catalan, c'est un petit peu comme le français. Il y a des lettres qui se prononcent pas ou qui changent de son par rapport à ce qui est écrit, suivant si la syllabe est accentuée ou non. Parce qu'on a des accents toniques en catalan. Donc ça, c'est plus compliqué du coup pour les Français à l'oral de s'habituer au catalan. Mais bon, après, problème, normalement, le catalan. Et alors, du coup, on a aussi des privilégiés en France qui peuvent comprendre beaucoup plus facilement le catalan que d'autres. C'est tous les qui habitent dans le sud de la France. Dans le sud de la côte ouest, hein, jusqu'à Nice en gros, hein, entre l'occitan, le provençal, vous avez voilà, des langues qui sont très très proches du catalan, donc un vocabulaire qui peut être commun, du coup à tout. Si vous arrivez en Catalogne, vous parlez occitan par exemple, eh bien dans ces cas-là vous comprendrez assez facilement. Et ça c'est un avantage non négligeable. Alors il faut savoir en plus que la Catalogne, à l'époque médiévale, c'était une région qui était rattachée à la couronne d'Aragon, ce qu'on appelait la couronne d'Aragon, qui s'étendait quand même sur le Méditerranéen et notamment les territoires français, le sud de la France. Donc du coup, ça fait que pendant très longtemps, on a suite à évoluer avec des petites différences justement, mais voilà, tout ça a été rattaché finalement quelque part à la Catalogne. C'est assez intéressant de voir qu'en France aussi, on a des liens. Bonjour Charlotte, salut, ça fait plaisir de te voir aussi. Sandrine, super. Alors désolée si ça coupe, je vois que il y avait des petits commentaires. Alors ça, c'est les aléas malheureusement des connexions Wi-Fi. On croise les doigts pour que ça dure pas trop longtemps ces coupures et que vous puissiez rattraper le direct sans problème. Voilà. Bonjour Luna. Super. Caroline, merci. Alors ensuite, ça c'est la langue donc le catalan qu'on parle en Catalogne, normal. Mais Barcelone c'est un petit peu différent. Barcelone, on parle évidemment le catalan hein, de base, mais la différence, bonjour Christine, c'est que Barcelone c'est une ville qui est très cosmopolite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Catalans à Barcelone, et tous ces gens qui viennent d'autres régions d'Espagne ou de l'étranger, tout simplement, vont communiquer entre eux plutôt par rapport vont communiquer plutôt avec du coup l'espagnol. Alors je vois que qu'on a des problèmes de connexion. Est-ce que ça se résout un petit peu ou pas? Excusez-moi, je regarde un petit peu vos commentaires là, 2 secondes pour voir. Voilà, bon, visiblement certains ont des problèmes de connexion. Rapprochez-vous peut-être de votre boîte Wi-Fi. on va croiser les doigts pour que ça dure pas longtemps, hein, ces coupures. Voilà. Alors je disais, oui, donc Barcelone, ville cosmopolite, ville du coup où on parle le castillan, qui est en fait la langue commune entre tous ces étrangers. Alors pas seulement des étrangers, parce que on va trouver aussi
évidemment des gens qui ont émigré en Catalogne, qui ont émigré à Barcelone, surtout dans les années 40, 60, grosso modo, pour aller travailler dans les usines barcelonaises, parce que à l'époque industrielle, en tout cas au XXe siècle, la ville de Barcelone était une ville très industrielle. On considérait même que c'était le moteur industriel de l'Espagne, ce qui fait que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts dans des régions d'Espagne sont venus travailler du coup à Barcelone. Alors parmi ces gens, pas mal d'Andalous, des gens de Murcia, d'Extrémadure aussi qui sont venus, et donc eux, tous ces gens-là parlent castillan, donc c'est plutôt l'espagnol. Et puis après, les autres vagues d'immigration ont fait la même chose, c'est plutôt l'espagnol l'espagnol, le castillan encore une fois, qui prend le dessus, et puis après, nous autres, nous les Français, les Italiens, les Anglais, tout ça, tous ces gens communiquent en castillan à Barcelone. Alors, on compte d'ailleurs aujourd'hui 26% d'étrangers à Barcelone. Donc un quart de la population barcelonaise est étrangère. Donc tous ces gens participent aussi à la culture locale, et aussi ajoutent leurs petites pattes venues de leur pays dans la ville. Voilà. Alors du coup la question c'est, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que si on parle en espagnol, les Catalans vont pas nous répondre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que déjà certains, vous avez eu déjà des expériences comme ça? Alors ça, souvent, c'est plutôt un mythe, je dirais, parce que on a l'impression que les Catalans, c'est des durs à cuire, qui sont radicaux, qui veulent pas nous parler en espagnol ou en castillan, encore une fois, mais c'est pas vrai. La plupart des Catalans sont ouverts, notamment dans une ville comme Barcelone. Évidemment, le problème du castillan, c'est important que les gens puissent se communiquer en castillan. Donc les Catalans sont ouverts, donc ils acceptent évidemment de parler en espagnol. Après, il peut arriver qu'au cours de la conversation, ils reviennent au catalan, mais souvent c'est pas parce qu'ils vont vouloir imposer le catalan, c'est parce que du coup c'est leur langue, en fait c'est la langue qu'ils utilisent tous les jours, donc c'est des bilingues en fait, les Catalans la plupart du temps, donc si vous jonglez sans cesse avec les deux langues, il peut arriver que d'un moment à un autre vous passiez à l'autre sans vous en rendre compte. Donc ça c'est ce qui arrive souvent. Après ce qui peut arriver, effectivement, et là c'est vrai, c'est dans les campagnes. Si vous allez vous faire une petite escapade dans les campagnes catalanes, là, effectivement, le catalan, ça va être la première langue. Absolument. C'est celle qu'on apprend à l'école, évidemment. Et c'est surtout la langue que les gens utilisent tous les jours, et sans forcément avoir du castillan qui vient interférer dedans. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas forcément cette immigration qui est venue, il n'y a pas tous ces étrangers qui sont là non plus, donc c'est le castillan qui prime, et ça peut arriver que le catalan, du coup, soit à ce moment-là majoritaire. Et moi je me souviens, j'ai dû emmener un de mes petits bébés voir une ostéopathe, et l'ostéopathe vivait dans la campagne catalane, et d'emblée elle m'a demandé si ça posait problème qu'elle parle en catalan au bébé, parce que c'était sa langue du cœur qu'elle disait. Elle disait que c'était plus simple de communiquer donc avec les bébés en catalan, parce que c'était plus naturel en fait pour elle, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est faux. Après, vous pouvez arriver aussi à rencontrer quelqu'un, ça peut arriver, qui va refuser de parler catalan avec vous, castillan, pardon, qui va refuser de parler castillan avec vous et qui va plutôt imposer le catalan. Et alors ça, souvent, alors si c'est à Barcelone notamment, ça va être souvent politique. Vous savez que la Catalogne et l'Espagne en général, c'est pas forcément des entités qui s'entendent bien, en tout cas pas ces dernières années, et la langue utilisée est un instrument politique en fait. Si vous parlez catalan, c'est que vous revendiquez votre identité catalane, par contraste avec le reste de l'Espagne. Donc ça peut arriver, bon, c'est pas grave, ça peut se comprendre aussi, mais voilà, c'est relativement rare. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Caroline dit qu'ils sont très ouverts, effectivement, les Catalans, donc c'est très bien. Sorry, pareil, qui n'a jamais eu de problème, même avec son mauvais espagnol, elle n'a jamais eu de problème pour communiquer. Effectivement, ouais, je pense que c'est quelque chose qui se raconte, que les Catalans veulent absolument pas parler castillan, mais c'est pas forcément vrai dans la réalité, parce que ce qui importe, finalement, c'est de communiquer, de se faire comprendre.
Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Premier point à savoir, donc, si vous ne parlez pas même votre petit accent Frenchy, ça va leur plaire, ils vont trouver ça trop mignon, et ils vous aideront à parler donc espagnol ou même anglais. Alors ça c'est pour ceux qui voulaient pratiquer l'espagnol, parfois ça peut être un problème, c'est que vous commandez en espagnol et on vous répond en anglais, parce qu'on a l'impression que vous serez plus à l'aise en anglais, sauf que les Français avec les langues, c'est pas forcément ça, et des fois l'anglais ça sauve pas non plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, alors ça c'est le premier point. Ensuite, alors je regarde un petit peu les commentaires. Voilà, qu'effectivement les gens sont bienveillants, très bien, effectivement, ouais, ça c'est ça. Marie, tu as raison, effectivement, chouette. Voilà. Alors du coup, deuxième point à savoir sur Barcelone. Alors là, si vous pouvez ouvrir le petit document que je vous ai confectionné sur la page 2, vous avez un petit plan rapproché en fait de Barcelone autour du centre historique. Alors je sais pas si vous avez pu l'ouvrir. Bon, ceux qui l'ont sous les yeux, ou même ceux qui l'ont pas, c'est pas grave. Vous verrez qu'en regardant un plan de Barcelone, on note deux parties très très distinctes dans la ville. Une partie qui est souvent très très étroite et toute petite d'ailleurs, qui couvre un tout petit périmètre et qui correspond finalement au centre historique de Barcelone. Et puis tout autour, au contraire, des avenues qui sont très larges, très très ouvertes, très aérées, avec une forme de quadrillage. Alors ça c'est assez frappant en général. C'est assez frappant quand on arrive, et surtout c'est frappant quand on se promène, parce que d'un côté, dans ces rues étroites, tortueuses, vous allez être plutôt à l'ombre, au frais, en été c'est sympa d'ailleurs, vous allez même vous perdre, parce que c'est très facile de se perdre dans cette vieille ville. Vous avez des rues qui sont tortueuses, voilà, et donc ça c'est pas forcément facile de se repérer dans ce genre de ville. Et puis tout autour, donc cette grille un peu à l'américaine, très très régulière, où vous avez des avenues qui se croisent, qui se croisent à angle droit. Donc c'est assez étonnant. Alors à quoi c'est dû ça? En fait, il se trouve que donc ce quartier où vous avez des rues très étroites, c'est ce qui correspond à Ciutat Vella. Ciutat Vella, en catalan, c'est la vieille ville. La vieille ville de Barcelone, donc qui correspond finalement à ce qu'était Barcelone jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors ça paraît incroyable, mais en fait Barcelone c'était juste ce petit périmètre jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça paraît dingue. Alors cette construction de la ville, elle s'est faite autour de murailles. Alors tout d'abord les murailles romaines, puisque la ville a été fondée par l'empereur Auguste, sous l'Empire romain. Et donc là, on va retrouver d'ailleurs des morceaux de ces murailles romaines quand on se promène autour de la cathédrale. Si vous allez vous promener par là-bas, vous verrez que vous aurez des morceaux de murailles. Et puis une fois que ces murailles romaines sont devenues trop étroites pour loger tout le monde, eh bien on a des gens qui se sont installés en dehors, et on a voulu donc les protéger. Donc à l'époque médiévale, cette fois, au XIIIe siècle, on a construit une enceinte qui engloberait aujourd'hui le quartier gothique et le quartier du Born. Voilà, qu'on appelle aussi le San Pere, Santa Caterina et la Ribera. Voilà, ça c'était donc l'enceinte de la ville au XIIIe siècle. Et puis après, un siècle plus tard, on a ajouté le quartier du Raval, ce qu'on appelle le quartier du Raval aujourd'hui. Et donc ce quartier du Raval qui est séparé du quartier gothique par la Rambla. La Rambla, c'est cet axe qui va directement à la mer depuis la place de Catalogne. Voilà. Ensuite, le dernier petit quartier qui s'est ajouté à cette vieille ville, c'est le quartier la Barceloneta, et qui est un quartier qui s'est construit vraiment seulement au XVIIIe siècle, donc bien plus tard. Et donc toute cette histoire, cette grande histoire depuis les Romains jusqu'au XIXe siècle, où on a détruit finalement les murailles qui entouraient la ville, on avait une ville donc fortifiée. Une ville fortifiée qui donc était limitée dans l'espace, il fallait optimiser l'espace, c'est-à-dire que si on voulait loger un maximum de monde, il fallait faire une croix sur les jardins, littéralement, et donc profiter de l'espace qui était disponible un maximum. Et donc, ça a poussé donc la ville à se développer sous une forme tortueuse, effectivement, puisque c'était un petit peu au bon vouloir des propriétaires, et puis aussi étroite, des rues étroites, parce qu'encore une fois, le moindre mètre carré était important pour construire.
Puis une fois qu'on avait construit sur toute la surface, eh bien on a commencé à construire aussi en hauteur. Donc c'est pour ça que dans ces rues-là, il fait plutôt sombre, la lumière a du mal à percer, parce que, encore une fois, jusqu'au milieu du 19e siècle, il a fallu faire loger donc un maximum de gens dans un minimum d'espace. Donc très particulier comme type d'urbanisation. En plus, bon, c'est cette muraille donc qui entoure le tracé rouge là hein, dans le plan. Cette muraille, elle a été détruite seulement en 1854, à partir de 1854, parce qu'avant, les Catalans et la ville de Barcelone n'avaient pas le droit de s'étendre au-delà de ces murailles, et ça c'est la faute, si on peut dire, à un roi d'Espagne, un nouveau roi d'Espagne, Philippe V, qui est en fait le petit-fils de Louis XIV, qui a interdit, pour punir les Catalans, qui a interdit la construction de logements, de nouveaux immeubles, au-delà des murailles médiévales. Et donc cette situation a duré très longtemps, puisqu'en 1854 seulement on a pu sortir de la ville. Et quand on est sorti de la ville, alors là, quand on a eu le droit de sortir, d'étendre la ville, et bien là, dans ces cas-là, on a décidé de planifier cette nouvelle ville, et donc c'est là qu'entre en scène le fameux quartier de l'Eixample. L'Eixample. Alors qu'est-ce que c'est l'Eixample? C'est l'exemple. si vous lisez le plan et que vous allez dire que vous allez vous balader dans l'exemple ou dans l'exemple parfois, alors parce qu'on ne connaît pas forcément la prononciation en catalan, et sachez qu'en catalan ça se dit Eixample, et qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare? Eixample, ça veut dire extension, donc tout simplement l'Eixample c'est l'extension de la ville de Barcelone, et là vous voyez qu'au contraire de la vieille ville qui était surpeuplée, et densément peuplée, ouais, vraiment, là vous avez au contraire des avenues qui sont très aérées, hein, très larges, et qui permettent à l'air de circuler. Et ça, c'était volontaire, puisqu'on était tellement les uns sur les autres en 1854 que ce qu'on a voulu faire, une fois la construction de la ville, la nouvelle ville mise en route, c'était offrir aux habitants des conditions d'hygiène aussi, hein, et puis de santé publique correcte, de manière à ce qu'il n'y ait pas autant de morts qu'il y avait eu jusque dans les dernières années avant la destruction des murailles. Hein, parce que les épidémies dans une ville fortifiée, ça se développe encore plus. Alors là, bon, on est dans un contexte aussi d'épidémie. Imaginez que si la ville était fortifiée, on serait encore plus confiné, et ça, les virus adorent. Donc, effectivement, c'était pas des bonnes conditions de vie, donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire une ville très très aérée pour contraster avec cette ville. Alors qui est-ce qui a dessiné ces avenues? C'est un ingénieur catalan qui s'appelle Ildefons Cerdà, qui était ingénieur des ponts et chaussées, et qui donc avait prévu pour la ville de Barcelone donc ce quadrillage, nouveau quadrillage, avec des grandes avenues symboliques, hein, comme Gran Via, qui est l'avenue qui traverse toute la ville de part et d'autre. Vous avez l'avenue Diagonale qui coupe la ville en diagonale, c'est pas compliqué à retenir. L'avenue Méridienne, les grosses avenues qui étaient prévues. Alors, à partir de là, à partir de cette sortie des murailles en 1854, la ville s'étend, jusqu'à aller gagner en plus les petits villages qui gravitaient autour de Barcelone. Alors parmi les villages les plus célèbres, on a le village de Gracia, qui s'appelait la Villa de Gracia, qui s'est retrouvé finalement à devenir un quartier de Barcelone. Et c'est vrai aussi pour le quartier de Poblenou, le quartier de Sant Andreu, Sarrià, Sants, Hostafrancs, tous ces quartiers ont été agglomérés par la grande ville. Et aujourd'hui, la grande ville, elle a multiplié par 20 la surface qu'elle occupait jusqu'en 1854. Donc c'est assez impressionnant. Vous avez donc presque 2000 ans d'histoire intramuros, et puis ensuite en 150 ans, donc on multiplie par 20 la surface de la ville. C'est assez impressionnant. Alors aujourd'hui, la surface de la ville en comparaison, et il faudrait comparer avec Paris. Hein. Paris intramuros et Barcelone, c'est à 1 km² près la même surface. Hein. Donc c'est, vous voyez, en termes de taille, un petit peu ça vous donne une idée, et sur ce territoire s'agglutine 1,6 million habitants, 1 600 000 habitants, donc à Barcelone, au dernier sondage. Voilà. Alors ça c'est le point important, le plan.
hein. Donc si vous êtes justement en train de vous balader dans la vieille ville, comme Xavier dans l'auberge espagnole, eh bien vous saurez que vous êtes dans un territoire qui s'est construit ici jusqu'en 1850, 1854 hein, grosso modo, et puis ensuite, hop, si vous voulez prendre l'air et vous en avez marre d'être agglutiné, alors vous irez vous balader dans les Champs-Plats, exactement, voilà. Alors est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je vois que certains n'avaient pas eu le document. Alors je suis désolée, j'espère que vous arriverez à le récupérer pour pouvoir voir la suite. Merci Hélène d'avoir transmis. Merci aussi à tous ceux qui ont essayé d'aider, ceux qui cherchaient le document. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre sans problème. Alors, troisième, pardon, on a vu donc, on parlait catalan, mais surtout castillan à Barcelone. Maintenant, on vient de voir la différence dans le plan de la ville. Et puis ensuite, troisième point, l'architecture. L'architecture à Barcelone, c'est un petit peu ce qui fait son succès aussi, hein, parce que elle est folle. Alors là, on se réfère à un certain type d'architecture. Mais effectivement, l'architecture, c'est quelque chose qui fait venir les touristes, et notamment les touristes japonais qui sont fans d'un certain Antoni Gaudi. Voilà. Alors ça a sans doute permis d'ailleurs à l'internationalisation d'Antoni Gaudi à ce moment-là. Bon, alors, si on s'organise architecture, alors les deux types d'architecture qui sont vraiment marquants dans la ville, je dirais, c'est d'abord l'architecture gothique, et ensuite le modernisme. Alors l'architecture gothique, comme son nom l'indique, c'est une architecture plutôt médiévale, hein, qui a connu son essor à l'époque médiévale, au moment où justement la Catalogne était incluse dans la couronne d'Aragon, ce qu'on appelait la couronne d'Aragon. La couronne d'Aragon, c'était un grand royaume qui était très puissant, hein, surtout à partir du XIIe siècle, et qui a continué surtout de s'étendre dans toute la Méditerranée. Donc en gros, c'est un royaume qui était dirigé en plus depuis Barcelone. Barcelone était la capitale de ce royaume, et l'expansion s'est faite tout autour. Donc comme on disait tout à l'heure en introduction, dans le sud de la France, notamment, on est allé grignoter des petits territoires, hein, alors soit par des guerres, ou surtout des alliances, des traités, des mariages, hein, ça marche bien aussi pour agglomérer, on va dire, des territoires. Après on est allé donc à Nice, en Sicile, en Corse. Donc tous ces territoires, à un moment donné, se retrouvaient sous le joug de la couronne d'Aragon. D'ailleurs, il y a un petit village en Sicile, je me souviens plus le nom, mais qui parle catalan. Voilà, un héritage un petit peu de cette période. Et ensuite, qu'est-ce que je disais? Alors ça, c'est plutôt pour le pourtour est. Et après, les îles Baléares et la communauté de Valence faisaient partie de cette couronne d'Aragon. Et donc, comme le royaume était étendu, on en a profité pour développer notamment le commerce maritime qui a engendré la grande richesse de Barcelone à l'époque médiévale. Barcelone, donc je disais, était à ce moment-là capitale de la couronne d'Aragon. Et donc, en tant que capitale, elle amassait un certain nombre de richesses, et c'est à ce moment-là qu'on a vu pousser dans la vieille ville comme des champignons, la plupart des monuments gothiques qu'on peut encore voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme architecture gothique? Alors, sans doute le plus bel exemple, selon moi, de l'architecture gothique à Barcelone, c'est l'église Santa Maria del Mar. Alors vous avez, pareil dans le petit document, hein, c'est la page 3, voilà, je viens de vérifier. Dans la page 3, je vous ai mis des petites photos de cette magnifique église qui se situe dans le quartier du Born, hein, ou le quartier de la Ribera, si vous préférez. Et c'est un des meilleurs exemples de l'architecture gothique catalane. Alors, en plus, on a de la chance, parce qu'elle a été construite, cette église, en un temps record, 54 ans. Oui, c'est un record pour l'époque. 54 ans de construction, ce qui a permis d'ailleurs à l'église de garder une unité de style. Le style n'a pas trop évolué, donc on peut dire que c'est représentatif du style catalan gothique. Alors après, vous avez d'autres exemples. La page suivante, l'église Santa Maria del Pi, qui se trouve dans le quartier gothique cette fois. Et puis à côté, vous avez la photo d'à côté, la photo de la Plaza del Rey, qui est donc un bel exemple aussi d'architecture gothique, avec sa petite chapelle royale, hein, vous noterez la forme de couronne sur le clocher, et puis aussi à côté une maison ou un palais plutôt, hein, qui appartenait à un riche marchand de l'époque,
médiévale. Voilà, donc ça c'est des exemples d'architecture gothique. Alors cette architecture gothique, on va surtout la retrouver dans le quartier Gothico. Voilà, c'est facile, hein, à Barcelone c'est marqué dessus, l'avenue Diagonale coupe la ville en diagonale et le quartier Gothico renferme de l'architecture gothique. Voilà, c'est très simple. Alors on va trouver essentiellement donc cette architecture à ce moment-là, puisque c'est à cet endroit-là, puisque c'est là où s'est développée la ville. Hein. La cathédrale aussi est un exemple d'architecture gothique, mais comme elle a été pas mal retouchée au cours des siècles, on peut pas dire que c'est un exemple vraiment complet d'architecture gothique, surtout si on regarde la façade. Mais j'en dis pas plus, parce que ça j'en parle dans la visite du quartier Gothico. Voilà. Alors, si vous regardez de nouveau les photos de Santa Maria del Pi ou Santa Maria del Mar, en fait, vous verrez que c'est un style gothique auquel on ne s'attend pas, nous, si on est français, en général. Pourquoi ? Parce que nous, à l'école, quand on apprend le style gothique, on apprend sur des exemples tels que Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, la cathédrale de Reims, voilà, toutes ces grandes cathédrales, finalement, qui ont un aspect un petit peu différent quand même par rapport au style catalan. D'ailleurs, le style catalan, le style gothique local, on l'appelle le style gothique catalan, qui est une variante finalement du style gothique nord-européen, qu'on va retrouver aussi en Angleterre, etc. Alors quelles sont les différences ? Vous les voyez sans doute, ou si vous avez l'occasion d'aller vous balader, vous verrez tout de suite la différence avec les styles français. Souvent c'est des édifices qui sont plus sobres, en général, en termes de décoration. Autant en France, on adore tout ce qui est dentelé, aéré, avec des arcs-boutants très aériens. Ici en Catalogne, non, c'est plutôt massif en général, avec de la pierre brute, et très très peu de décoration. Hein. Si vous regardez la façade de Santa Maria del Mar, vous avez très peu de zones vraiment ouvragées, dentelées, un petit peu comme le style flamboyant de chez nous. Vous avez cependant une rosace, ça c'est important pour montrer le talent des architectes de l'époque. Et puis après c'est l'entrée principale qui est surtout décorée. Le reste c'est la pierre brute, lisse, sans décoration. Voilà, ça c'est une des caractéristiques, donc un style plutôt austère. Et puis ensuite, la hauteur aussi est très différente. Les églises catalanes sont plutôt basses. En général, elles ne sont pas aussi élancées vers le ciel que les églises françaises. Mais ça leur donne aussi un petit côté accueillant. Hein. Autant nos églises françaises, quand on rentre dedans, enfin surtout les plus grandes cathédrales, quand on rentre dedans, on est un petit peu enfermé dans cette ligne de colonnes là, et le regard monte tout de suite vers la nef. En gros, vers le plafond de la nef, vers la voûte, parce que c'est souvent très très haut, très étroit. Ici en Catalogne, quand vous rentrez dans l'église, vous avez plutôt l'impression d'avoir un espace immense. Un espace immense et très ouvert. Alors là, l'exemple de Santa Maria del Mar, c'est sans doute un très bon exemple, parce que vous voyez que vous avez très peu de colonnes à l'intérieur, ce qui fait que la vue n'est pas du tout bouchée par rapport aux nefs latérales, et puis ça fait rentrer la lumière, ça fait une impression d'amplitude, une impression un petit peu plus, on va dire, accueillante, entre guillemets. Alors je fais pas de hiérarchie entre les styles, mais c'est vrai que l'impression quand on rentre dans ces églises est vraiment très différente. Voilà. Et vous voyez aussi qu'à l'intérieur, la décoration est extrêmement sobre, à Santa Maria del Mar. Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, en fait, il faut savoir que Santa Maria del Mar a souffert d'un incendie pendant la guerre civile espagnole, ce qui fait que l'essentiel des décorations, tout ce qui était en bois dans l'église a brûlé. Donc ça rend aussi ce côté austère encore plus austère qu'il ne l'était vraiment à l'époque. Hein. Mais bon, du coup, même si on rentre dans cette structure qui est quasiment minérale, exclusivement minérale, vous verrez que c'est quand même très chaleureux et très accueillant. D'ailleurs, on fait des très très beaux concerts, d'ailleurs. Et si vous avez l'occasion, vous avez des concerts notamment de musique sacrée, donc des requiem, qui sont souvent proposés dans cette église. Voilà, alors ça c'est pour le style gothique. Alors le style gothique, on va en retrouver un petit peu partout dans la ville, notamment dans les anciens petits villages aussi, qui gravitaient autour de Barcelone. Mais la plus forte concentration, c'est du coup dans le quartier Gothico, évidemment. Voilà. Alors ensuite, l'autre architecture qui fait que Barcelone est devenue une star sur la scène internationale, c'est l'architecture moderniste. Ce qu'on appelle l'architecture moderniste, en fait, c'est l'architecture Art Nouveau. L'Art Nouveau,
qu'on va retrouver dans le reste de l'Europe. C'est pas exclusif à la Catalogne. En France, on a notamment la ville de Nancy, qui est un petit peu la capitale de l'Art Nouveau en France. Puis après, on va le retrouver aussi en Allemagne, on va en retrouver en Hongrie, on va en retrouver en Italie, bref, avec des noms différents à chaque fois. Donc c'est pour ça, il faut connaître ces noms, mais à chaque fois, on se réfère à une période qui est à peu près similaire à chaque fois dans chaque pays. Et cette période, en fait, ça correspond à la fin du 19e siècle et début du 20e. Alors c'est un moment en Europe où on est lancé dans l'industrialisation. Les usines européennes fument, la fumée sort des cheminées, on travaille à fond, notamment dans le secteur du textile. Ici à Barcelone, c'est surtout le qui a fait décoller la ville. Et du coup, face à cette industrialisation, face à ces nouvelles conditions de travail, on va avoir un mouvement qui va réagir et qui va vouloir proposer autre chose. Donc c'est ce qu'on et le modernisme va naître, c'est qu'on va plutôt privilégier le travail artisanal, le travail fait par des artisans locaux, valoriser le savoir-faire, valoriser la pièce unique aussi, celle qui du coup n'est pas répétée des milliers de fois pour être vendue ailleurs, et du coup quelque chose d'unique. Voilà, ça on veut mettre l'accent dessus. Et puis ensuite, on va s'inspirer des formes de la nature, en général des formes et des couleurs de la nature. Donc c'est pour ça que l'architecture Art Nouveau ou moderniste, c'est une architecture qui est en général très très colorée, et avec énormément de fleurs, ou des choses qui rappellent du coup la végétation en général. Hein. Donc ça c'est en gros les caractéristiques globales entre l'Art Nouveau et le modernisme. Après, la petite différence quand même, parce qu'en Catalogne on est un petit peu différent, c'est qu'on parle de modernisme catalan. Comme on parlait de gothique catalan, qui est une variante du style gothique traditionnel, on va dire, ici, le modernisme, il est catalan. Et alors, qu'est-ce que ça implique dans l'architecture ? Ça implique que, on va inclure, en plus de tous ces éléments floraux, toutes ces couleurs, on va inclure des symboles de la Catalogne. Des symboles qui vont souvent d'ailleurs faire référence au passé glorieux de la Catalogne et de Barcelone, et c'est celui dont on vient de parler, c'est l'époque médiévale et la couronne d'Aragon. Les Catalans, et encore aujourd'hui, sont nostalgiques de cette époque de grandeur finalement de la Catalogne, parce que c'est un moment où ils étaient indépendants, le royaume d'Aragon se développait en marge du reste de l'Espagne, et puis c'était un moment où la ville était très riche. Voilà. Donc ça, à l'époque où on va construire dans un style moderniste, on va vouloir rappeler justement cette grandeur de la Catalogne. Alors concrètement, comment ça s'exprime ? On va notamment insérer des drapeaux catalans. On parlera des drapeaux juste après. On va insérer des drapeaux catalans dans l'architecture, de manière à bien marquer le style de la région en fait, qui le promeut. On va aussi rappeler les grands symboles de la Catalogne, notamment Sant Jordi qui est le saint patron de la Catalogne et qui va se retrouver à terrasser le dragon dans plein de monuments ou d'immeubles construits dans un style moderniste. Pourquoi ? Parce que ça rappelle justement cette grandeur de la nation catalane. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là déjà, à la fin du 19e et début 20e, la Catalogne voulait déjà être indépendante. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, cette demande d'indépendance. C'est un mouvement qui est cyclique et qui revient depuis en gros 1714, qui revient très régulièrement, et donc à ce moment-là, on a saisi l'opportunité, on va dire, du modernisme pour exprimer aussi la volonté d'indépendance et l'identité catalane, de manière très très profonde. Voilà. Alors où est-ce qu'on va retrouver ce modernisme dans la ville ? Surtout dans le quartier nouveau. Surtout dans les champs plats, on en parlait tout à l'heure, dans les champs plats, parce que c'est là où les propriétaires qui vont faire construire leurs nouveaux immeubles vont choisir, s'ils sont favorables à la cause catalane évidemment, ils vont choisir le style moderniste. Alors c'est pour ça que vous avez notamment la Casa Batlló qui a été réalisée par Gaudi, et puis ensuite la Casa Amatière, d'autres maisons qui ont été réalisées par d'autres architectes aussi du modernisme. Après, vous avez ici donc dans les champs plats, mais après vous avez aussi dans d'autres petits quartiers, à Gracia, vous aurez aussi du modernisme,
à Saintes, Poblenou, Sant Andreu, tous ces petits quartiers aussi ont des exemples de modernisme, alors peut-être pas aussi clinquants que ce qu'on va avoir sur le passage des Gracias, parce que les moyens des propriétaires sont pas les mêmes, mais quand même, on va avoir de jolies bâtisses. Il suffit de vous promener pour tomber sur des vraies petites merveilles, vraiment. Alors ensuite, on en trouve aussi en dehors de Barcelone, hein, pas seulement à Barcelone, on en trouve dans les autres villes catalanes, donc ça peut être comme Mataró par exemple, Terrassa, vous en avez à Reus aussi, un petit peu partout, et puis quelques petits exemples, ça et là, en Espagne. Mais c'est surtout en Catalogne qu'on va retrouver ces édifices modernistes. Alors du coup, bon, j'ai un peu fuité. Je voulais vous demander si vous connaissiez des architectes connus, hein, justement, alors soit à Barcelone ou même à l'international. Les architectes les plus connus du modernisme, vous devez sans doute les connaître, parce qu'on en parle très régulièrement quand on parle de Barcelone. Alors c'est surtout Antoni Gaudí. Antoni Gaudí qui est sans doute évidemment le plus connu. Je disais que les Japonais tout à l'heure étaient absolument fans du style de Gaudí, mais ils sont pas les seuls, hein, parce qu'on adore vraiment, c'est vraiment très très particulier. Alors Gaudí, c'est un des architectes voilà, du modernisme qui a commencé par construire des édifices un peu dans un style oriental. Donc c'est le cas par exemple de la Casa Vicens, que je recommande vivement d'ailleurs de visiter. La Casa Vicens dans le quartier de Gracia, qui est splendide. On peut pas dire que ça soit encore tout à fait du modernisme, mais on s'y avance. Après, vous avez un exemple aussi d'un style qu'il a pas mal développé, Gaudí, c'est le style gothique aussi, ou néo-gothique, hein, avec le Palais Güell, qui est à 2 pas de la Rambla. Donc si vous vous promenez sur la Rambla, vous le verrez, qui est vraiment magnifique. Et puis après, une fois qu'il a arrêté sa phase gothique, Gaudí s'est mis à faire des immeubles inspirés de la nature. Donc là, c'est le cas de la Casa Batlló. Alors je vous ai mis une petite photo, Casa Batlló, voilà, où vous verrez que là, c'est des maisons qui ressemblent plus vraiment, ou des immeubles qui ressemblent plus vraiment à des immeubles, et qui prennent des formes complètement organiques. Hein. Avec Gaudí, on a l'impression d'être face à la maison d'Hansel et Gretel, c'est assez amusant. Donc voilà, il est très connu pour ça. Ensuite, vous avez d'autres architectes qui sont un petit peu moins connus internationalement, mais qui localement le sont beaucoup. C'est le cas notamment de Luis Domènech i Muntaner. Luis Domènech i Muntaner qui a construit donc le palais de la musique catalane, que vous allez retrouver pareil dans le petit document. Alors là, un palais que certains ont été jusqu'à surnommer le palais de la quincaillerie, parce que vous voyez que c'est extrêmement chargé, hein, c'est presque, c'est hyper baroque en fait hein, comme structure, mais avec des symboles très réguliers de la culture catalane, des Saint Jordi, des drapeaux catalans un petit peu partout, la croix de Saint Jordi, etc. Donc vous voyez que à la fois à l'extérieur et à l'intérieur c'est extrêmement décoré, et là ce qu'on disait par rapport à l'artisanat, là on voit bien que les artisans se sont donnés à cœur joie, hein, que ce soit les céramistes, les maîtres forgerons, les ébénistes, tous ces gens ont participé donc au développement du style moderniste et à la mise en valeur du patrimoine aussi catalan, hein, ou de la nation catalane en général. Voilà, donc ça c'est Luis Domènech i Muntaner qui a fait aussi l'hôpital Sant Pau. L'hôpital Sant Pau, qui est une petite merveille aussi à visiter, que je vous recommande de visiter. Si vous allez voir la Sagrada Familia, ne faites pas que la Sagrada Familia. Prenez le temps de déambuler sur l'avenue Gaudí, facile à retenir, et remontez du coup jusqu'à l'hôpital Sant Pau. Vous verrez un autre exemple d'architecture moderniste et qui est absolument superbe. Voilà, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, c'est important, comme ça vous verrez, vous aurez une vision plus complète de Barcelone. Voilà. Un autre exemple aussi d'architecte très connu, c'est Josep Puig i Cadafalch. Alors ça s'écrit Puig i Cadafalch. Josep Puig i Cadafalch, c'est lui qui a fait la maison qui se trouve à gauche de la Casa Batlló, donc la Casa Amatier. La Casa Amatier qui est aussi très très spéciale hein, dans sa forme, qui est un petit peu un mélange de plein de styles différents, entre le style flamand, le style nord-européen, arabe, gothique, enfin vous avez un petit peu de tout, et ça aussi c'est une expression claire de la nation catalane, avec notamment des saints Jordi et d'autres symboles aussi cachés,
qui rappelle que la Catalogne est une grande nation. Voilà, c'est un petit peu ça le message aussi des architectes modernistes, hein, vraiment à l'époque. Voilà. Donc le modernisme, moi je vous recommande de voir les choses les plus connues, hein, les édifices les plus connus, mais aussi sortir des sentiers battus pour aller voir ces autres maisons qui sont moins célèbres. On parlait de la Casa Vicens, je vois que vous êtes plusieurs à approuver. Hein. Françoise qui dit qu'elle adore la Casa Vicens, et Mireille aussi qui l'a adorée. Merci Mireille pour le gentil petit commentaire d'ailleurs, ça fait plaisir. Et voilà, donc ça c'est important de voir un petit peu les deux facettes, le plus connu et puis aussi les autres exemples d'architecture moderniste. Voilà. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de lire les commentaires, mais en fait c'est une première pour moi ce live. Alors d'un point de vue technique, c'est pas forcément facile, j'arrive pas forcément à avoir tout en même temps, mais je vois que vous commentez, ça me fait très très plaisir. N'ayez pas peur, si je réponds pas à votre commentaire, je répondrai ensuite à l'écrit. Hein. Voilà, ça sera un petit peu après, mais je crois que je vais pas avoir le choix, sinon je me déconcentre. Voilà. Alors, donc là, bon, faut que j'accélère un petit peu parce que je bavarde, mais on va passer à l'étape suivante, les drapeaux à Barcelone. Alors voilà, si vous vous baladez dans la ville, vous verrez que aussi les balcons, c'est un lieu d'expression politique plutôt important, puisque vous avez énormément de drapeaux partout. Alors sur le petit doc que je vous ai laissé en parallèle du live, là je vous ai mis un petit récapitulatif des drapeaux qu'on va retrouver le plus souvent accrochés au balcon. Et alors, il y en a plusieurs, alors je voulais pas les... je voulais vous les laisser chercher un petit peu la signification de tous ces drapeaux, mais en fait, comme je vois que je traîne un petit peu, je vais tout de suite vous donner un petit peu les réponses. Alors, le drapeau numéro 1, avec donc les deux bandes rouges et la bande jaune au milieu avec les insignes des régions espagnoles, c'est le drapeau de l'Espagne, tout simplement. Le drapeau de l'Espagne, alors qu'on va voir qu'on va voir à Barcelone, dans certains quartiers plus que d'autres. On va le voir aussi sur les institutions, même si voilà, les hommes politiques locaux aimeraient bien l'enlever, ce drapeau espagnol. On est obligé de le mettre quand même sur la mairie ou sur le bâtiment de la Generalitat, donc le siège du gouvernement catalan. Donc drapeau espagnol. Numéro 1, c'est le drapeau espagnol. Ensuite, le drapeau catalan, c'est le numéro 4. Le numéro 4, voilà. Alors le drapeau catalan, celui de la région catalane. Hein, en Espagne, on a un certain nombre de communautés autonomes, de régions en gros, hein, et toutes ont un drapeau. Donc là, en Catalogne, c'est celui-ci. Donc c'est un drapeau qui est en principe neutre. Voilà. Là où il devient politique, ce drapeau, c'est quand on lui ajoute une étoile. Et notamment, si vous regardez le drapeau du l'étoile blanche sur fond bleu, du coup, ça c'est le drapeau indépendantiste. Ça c'est le drapeau que vont arborer les gens qui souhaitent que la Catalogne soit un pays indépendant du reste de l'Espagne. Voilà. Ensuite, très similaire à celui-ci, vous avez le numéro 6. Le numéro 6 qui est le drapeau aussi indépendantiste, puisqu'on retrouve l'étoile de la même façon, sauf que les couleurs changent, et peut-être que cette étoile rouge vous rappelle quelque chose. En fait, ça nous rappelle l'extrême gauche en général, hein. Donc ça c'est le drapeau indépendantiste, mais de gauche ou d'extrême gauche, donc pour une autre version d'une Catalogne indépendante. Voilà, donc ça c'est des deux drapeaux qui sont très engagés. Ensuite, vous avez le numéro 2, avec la croix rouge sur fond blanc, qui est la croix de Saint-Jordi, et le drapeau catalan, ça c'est le drapeau de la ville de Barcelone. Donc ça, vous allez retrouver ce symbole-là, ce dessin-là, sur notamment les plaques d'égout, si vous pensez à les regarder, très important, et aussi surtout sur les fontaines. Les fontaines municipales, il y en a beaucoup dans la ville, hein, vous pouvez boire de l'eau très, très régulièrement dans la ville, et souvent elles sont flanquées donc des armes de la ville de Barcelone. Donc ça c'est très important. Et puis ensuite, un autre drapeau qui est aussi très important, alors pour une partie de la population qui s'intéresse à ça, c'est le numéro 5, le drapeau du Barça. Le drapeau du Barça, le club de foot, célèbre club de foot, qui du coup est pas mal arboré aussi, hein, qui reprend le dessin du drapeau de Barcelone. Voilà, très, très intéressant. Donc c'est important de savoir voilà, quel drapeau correspond à quoi, et vous verrez parfois que vous avez un drapeau espagnol qui peut cohabiter avec un drapeau indépendantiste. Donc là on se dit que la fête des voisins doit être très sympa en termes de débat politique, mais vous voyez que en tout cas ici on n'a pas honte d'afficher quel bord on soutient et quel côté on veut voir gagner aux élections en général.
c'est assez libre. Et effectivement, on parle très très souvent politique aussi dans les discussions. Si vous allez dans les bars ou dans les granjas, les granjas, les crèmeries, en fait, hein, là vous allez avoir des discussions enflammées, alors soit de foot ou de politique. Mais on n'a pas peur d'afficher. Alors, une petite précision. On a parlé du drapeau espagnol, du drapeau catalan et des indépendantistes. Mais si on n'est pas indépendantiste et qu'on souhaite que la Catalogne reste dans l'Espagne, on n'a pas de drapeau pour ça, mais on préfère faire la combinaison du drapeau espagnol et du drapeau catalan sur son balcon. Ça veut dire qu'on veut donc que la Catalogne reste dans l'Espagne. Voilà, ça c'est le décodage des drapeaux. Alors, j'ai été un petit peu vite, désolée. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, je regarde en bas de mon écran parce que je regarde un petit peu vos commentaires, toujours pareil, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions sur le thème des drapeaux, vous les posez et puis je prendrai le temps de vous répondre. Ensuite, hein, après avoir parlé politique, ça va être le moment de faire la fête. Et important de connaître, très important de connaître le calendrier festif à Barcelone. Parce qu'il est bien garni. Hein. Alors, on dit qu'on aime la fête, mais on ne parle pas toujours des discothèques. On parle aussi des événements traditionnels qui sont très, très suivis. En général, le plus important d'entre eux, c'est les fêtes de la Mercè. La Mercè qui est la patronne de la ville de Barcelone. Et dans les villes espagnoles, on célèbre beaucoup les patronnes des villes. Et donc, ici, à Barcelone, ça n'échappe pas à la règle. Donc la Mercè, c'est celle qu'on va célébrer le 24 septembre. Et avec plein d'événements, des castellers, des choses vraiment 100% catalanes. Et puis des concerts gratuits, des pièces de théâtre, cirque, enfin, vous avez l'occasion de venir à Barcelone. 2020, ça serait une bonne idée parce que le va mettre du temps à remonter. Donc venez pour la Mercè, venez profiter de l'ambiance de la Mercè, donc le 24 septembre. Ensuite, bon, vous avez la période de Noël avec le jour des rois. C'est important, le 6 janvier, puisque c'est là où les petits Espagnols reçoivent leurs cadeaux. Important. 12 février, vous avez les fêtes de Santa Eulalia, Eulalia étant une autre ville de Barcelone, copatronne, un petit cran au-dessous, mais qui a quand même pas mal de festivités ce jour-là, le 12 février. Malheureusement, cette année, dans un particulier, donc la fête du Saint Patron de la Catalogne, et qui du coup consiste à des roses et puis aussi des livres, parce que ça coïncide le 23 avril aussi avec la journée mondiale du livre. Et donc ce jour-là, dans les villes catalanes,